parce qu'on utilise trois pays qui sont le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, appuyés par quelques forces obscures occidentales pour pouvoir déstabiliser ou enlever un régime que tout le monde voulait finir. Tout le monde était unanime qu'il fallait départ du Congo. Et ça, c'est encore une autre étape critique et qui part de ces années 94 d'après le génocide rwandais. Et c'est jusqu'à aujourd'hui que le Congo vit quasiment la même chose. Tous les régimes politiques à l'intérieur ont changé, mais malheureusement, les conséquences ne sont pas tirées. Et moi, je dirais qu'à travers ces étapes que je viens de vous proposer, la plus grande chose qu'on peut retenir, c'est un peuple qui se consolide et qui aujourd'hui reconnaît qu'ils sont morts pour la cause nationale. Mais en face, on a une classe politique de tout bord, majorité, opposition, qui agissent pour leurs intérêts propres et qui malheureusement, à travers beaucoup d'assises qui se sont passées au Congo, on a les accords de Lunobo par exemple qui se passent depuis les années 60, en 64, on va vers la conférence nationale souveraine, on vient à Sun City, qui est l'accord qui est carrément le géniteur des institutions actuelles. La seule chose qu'on constate, c'est que les acteurs politiques à travers le temps ne tirent pas les leçons du passé. C'est ça qui est aujourd'hui l'un des grands faits qui explique la déliquescence de l'État et c'est l'existence de cette gestion interne face aux influences extérieures. C'est que vous allez constater qu'à travers les accords de Sun City, à travers ce qui se passe à travers les accords avec le M23 et le gouvernement en 2013, et ce qui est en train de se jouer maintenant, à chaque fois, à cause de la faiblesse de l'État congolais, les conséquences ne sont pas tirées. Ce qui fait qu'à la fin, le Congo est de plus en plus soumis et fragile vis-à-vis des influences extérieures. Mais on en reviendra, parce que je dois passer la parole à Mme Elisabeth, on en reviendra parce que